Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez La Santé Surtout, l'émission qui répond à vos questions santé. Dans cette émission, justement, on va vous parler d'ophtalmologie, de cancer gynécologique, de chirurgie mammaire et des urgences du quotidien. Vous pouvez nous écrire dès maintenant à maquestion@lasantésurtout.com. Et pour vous répondre, nos spécialistes sont avec nous et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Sakina Sekat. Bonjour. Bonjour Jessica, merci pour l'invitation. Avec plaisir, vous êtes oncologue à l'hôpital Foch à Suresnes et spécialisé notamment dans les cancers gynécologiques. Avec nous également le docteur Julien Serror, bienvenue à vous. Bonjour Jessica. Vous êtes chirurgien cancérologue, spécialisé vous dans la prise en charge des cancers mammaires. Vous êtes à l'Institut Bourdonnais à Paris et vous opérez à la clinique Saint-Jean-de-Dieu à Paris également. Et avec nous aussi le docteur Paul Denis. Bonjour Jessica. Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes chirurgien ophtalmologue, spécialiste de la rétine à l'hôpital Fondation Adolphe Rothschild à Paris et vous êtes au Mans également au sein du regroupement Ophtamen. Ça permet de lutter contre les déserts médicaux, c'est ça en quelques mots ? Oui, c'est ça. On est au Mans et autour du Mans, dans toute la région de la Sarthe. Très bien, on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Et bien sûr, le docteur Thierry Firobe est avec nous, médecin urgentiste à l'hôpital Foch de Suresnes. Bonjour Jessica. Et on commence justement avec vous, docteur Firobe. Une question de Loïc, 54 ans, de Figeac. Mon père a été amené aux urgences pour des douleurs abdominales très fortes avec un ventre très gonflé. On nous a parlé de volvulus du sigmoïde. Je n'avais jamais entendu parler de ce terme. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le volvulus du sigmoïde, c'est d'abord c'est un diagnostic de scanner et devant un syndrome occlusif et des douleurs abdominales. C'est la torsion. Bon, le mieux, c'est que je prenne un bout de câble qui passe par là et que je vous montre. Tenez. Donc ça, vous imaginez que c'est le rectum et ça repart par là. Le sigmoïde, c'est la partie qui est juste avant le rectum, qui fait une petite boucle comme ça. Et ensuite, ça repart avec le côlon ascendant comme ça. Il arrive que le sigmoïde donc, fasse ça dans le ventre pour un tas de raisons, parce qu'il est en surcharge ou parce que on a eu des brides à un moment donné dans sa vie. Et on se retrouve avec le sigmoïde qui fait une torsion comme ça. Et vous comprenez bien que quand ça se tord comme ça, il n'y a plus rien qui passe. Quand il n'y a plus rien qui passe, ça s'accumule en amont et en plus ça fait mal parce que la vascularisation n'est pas très bonne. Et donc il faut détordre le sigmoïde. Donc quand vous dites qu'il n'y a plus rien qui passe, ça veut dire plus de sel, on est gaz, constipé, ouais. Oui, non mais c'est brutal. Donc la volvulus du sigmoïde, c'est on n'a pas le temps de se penser qu'on est constipé parce que c'est de survenue brutale. On a très mal et au bout de très peu de temps, on a très envie de vomir et effectivement, on n'a plus de gaz, il n'y a plus rien qui passe. Donc ça, c'est une urgence chirurgicale. C'est une urgence gastro-entérologique parce que ça ne s'opère pas dans un premier temps. Ça ne s'opère pas ? Non, ça se détord avec un coloscope et donc c'est les gastro-entérologues qui font ça le plus rapidement possible. Une autre question maintenant pour vous, docteur Paul Denis. C'est Monique, 72 ans, elle est à Lorient et elle vous dit « On m'a diagnostiqué une DMLA et ça m'inquiète beaucoup. Est-ce qu'on peut devenir aveugle à cause de cette maladie ?» Alors la DMLA, c'est la première cause de maladie rétinienne en France et c'est une maladie qui touche le centre de la vision uniquement. Donc c'est pas une maladie où on devient aveugle, mais c'est une maladie qui peut gêner à terme pour la lecture et la reconnaissance des visages. Donc ce que j'explique aux patients, c'est qu'à la différence du glaucome, où là pour le coup à des stades très avancés, on peut perdre complètement la vision, c'est pas le cas de la DMLA et on garde une certaine autonomie, même si des tâches du quotidien peuvent être quand même un peu plus compliquées. Alors, je sais que les patients se posent beaucoup de questions justement sur cette maladie. C'est l'occasion de poser vos questions au docteur Denis qui est avec nous, maquestion@lasantésurtout.com, comme à nos autres spécialistes. Et on va parler du cancer du sein avec vous, docteur Julien Serror. Carole, 44 ans, Amiens. Je n'ai jamais fait de mammographie. Faut-il forcément attendre l'âge de 50 ans pour réaliser cet examen ? C'est une très bonne question. On a tendance un petit peu à tort à penser que le dépistage, c'est entre 50 et 74 ans d'une mammographie tous les 2 ans. En fait, ça, c'est le dépistage organisé par la sécurité sociale et qui fait qu'on a le droit de faire une mammographie gratuitement dans un centre à ces moments-là. Le dépistage du cancer du sein, c'est toute la vie d'une femme par l'autopalpation d'une part, pour lequel on apprend, il y a plein de tutos, il y a plein de moyens de s'informer, par une consultation régulière avec son médecin traitant, son gynécologue, sa sage-femme, qui en fonction du risque que présente la patiente, par ses antécédents personnels, par ses antécédents familiaux,
va dire ben non, en fait, on commence une mammographie à 45 ans et puis on ne va pas la faire tous les 2 ans, mais tous les ans parce que votre mère, votre sœur ont eu un cancer du sein, que vous êtes à risque. Et de la même façon, le dépistage du cancer du sein ne s'arrête pas à 74 ans. Le cancer du sein ne s'arrête pas à 74 ans et au contraire, avec le vieillissement de la population en bon état de santé, plus les moyens de dépistage, on diagnostique un cancer du sein toute la vie d'une femme. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est important de bien avoir comme message que le dépistage, c'est avant et après ces âges-là. Mais ça, c'est ce qui permet de faire en sorte que le cancer du sein soit moins un problème de santé publique. C'est 2 choses différentes. Oui, complètement. Ça, c'est très important de le dire, effectivement. Docteur Sakina Sekate, une question pour vous. C'est Nathalie, 48 ans de Bordeaux, qui vous écrit. Et elle vous dit « Mon cancer du sein est HER2 positif. Qu'est-ce que ça signifie? Et est-ce que ça veut dire que mon traitement va être différent de celui d'une autre femme ?» Effectivement, aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a pas qu'un seul cancer du sein, mais il y en a plusieurs et les caractéristiques de chaque cancer du sein dépendent en fait de certains critères, principalement anatomopathologiques. Et par conséquent, le cancer du sein HER2, c'est quoi? C'est une tumeur, enfin un cancer du sein, avec une expression excessive d'une protéine qu'on appelle HER2 à la surface de la tumeur. Pour ces tumeurs, en fait, autrefois, ils étaient associés à de mauvais pronostics, ils étaient plus agressifs et aujourd'hui, grâce au développement des thérapeutiques anti-HER2 qui bloquent ce récepteur, on a de meilleurs résultats. Et du coup, le traitement, effectivement, va être différent qu'une patiente avec un cancer du sein HER2 négatif. Après un traitement, en fait, de base qui est basé sur la chirurgie, il va y avoir des traitements complémentaires par chimiothérapie, plus ou moins des thérapeutiques qui ciblent ce marqueur HER2, soit avant, soit après l'intervention chirurgicale. Les modalités aussi tout dépend du stade de la maladie. Est-ce que c'est un cancer localisé ou métastatique? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, qui dit tumeur HER2, dit une thérapeutique spécifique anti-HER2. Facteur de meilleur pronostic? Autrefois, c'était associé au mauvais pronostic. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il fait partie des cancers les mieux traités aujourd'hui grâce au développement des thérapeutiques anti-HER2 qui montrent qu'il y a un bénéfice, en fait, aussi bien en survie qu'en survie sans progression grâce à ces thérapeutiques. Merci beaucoup, docteur Sekate. Une question de Karim, maintenant 34 ans, de Mulhouse. Je suis un homme et j'ai une infection urinaire et pourtant le médecin était plus préoccupé que si j'avais été une femme. Et donc, il a prescrit des examens complémentaires. Pourquoi une cystite est-elle plus inquiétante chez un homme ? D'abord, c'est moins fréquent et c'est plus inquiétant parce qu'en fait, la survenue de l'infection urinaire chez l'homme ne passe pas par des voies. C'est pas une infection qui remonte d'en bas et qui va aller se mettre dans la vessie. C'est une infection qui va passer par une bactériémie et qui va aller se fixer soit sur la prostate, soit sur la vessie, soit sur le rein et qui va donner une infection urinaire chez l'homme. La cystite pure chez l'homme, c'est pas fréquent. C'est quoi exactement ? Parce que c'est vrai que tout le monde parle de cystite sans forcément savoir ce que c'est. C'est l'infection de la vessie, de la muqueuse de la vessie par une bactérie. Chez l'homme, c'est moins fréquent et il faut rechercher des infections urinaires hautes et des facteurs favorisants beaucoup plus rapidement que chez la femme, chez qui on va considérer qu'une cystite de temps en temps, c'est pas grave parce que on considère que le microbe remonte d'en bas, encore que chez la femme, il faut quand même se mettre à chercher des causes quand c'est très fréquent. Nathalie, 52 ans de Limoges, et c'est une question pour vous, docteur Serror. J'ai lu qu'on pouvait désormais se faire opérer d'un cancer du sein sous anesthésie locale. Comment est-ce possible et est-ce qu'il y a des critères à remplir ? Alors c'est tout à fait possible, c'est dans l'air du temps parce que finalement la chirurgie du cancer du sein, c'est très souvent une chirurgie conservatrice. On va retirer la tumeur et même on retirait beaucoup de ganglions sentinelles et on est dans une phase de manière générale dans le cancer du sein de désescalade et cette désescalade elle est dans les gestes qu'on fait, elle est dans les chimiothérapies que vous faites, elle est dans le nombre de séances de radiothérapie, puis dans la chirurgie on s'est dit qu'on allait diminuer le côté invasif en passant à une anesthésie locale. C'est ce que nous, on a mis en place à l'Institut Bourdonnais. On fait une anesthésie locale dite éveillée, c'est-à-dire avec une sédation. Donc les patients sont au bloc opératoire, perfusés, et on leur fait passer une petite sédation pour pouvoir faire l'anesthésie locale.
mais les patientes rentrent debout dans la salle d'intervention et sortent sur un fauteuil, complètement éveillées, sans passer par une phase de brancard et une phase de réveil. Elles ont le contrôle de ce qui se passe, elles ne perdent pas le contrôle de tout ce qui se passe. Vous échangez avec elles pendant ça arrive. l'intervention? On leur met de la musique, il y a même des patientes qui parfois chantent pendant leur intervention. Ah oui, carrément. Parce qu'elles demandent ce qu'elles veulent et qu'on leur demande ce qu'elles veulent écouter. Et puis quand elles sont parfaitement détendues, parfois c'est le moment d'un échange qu'on n'a jamais avec les patients, parce que quand on les voit en consultation, on parle de leur maladie, etc. Et là, elles vont nous demander qu'est-ce qu'on a fait toute la journée, combien de patients on opère, et nous on leur demande ce qu'ils font quand ils ont des métiers atypiques. Enfin, on peut avoir des conversations et c'est un moment d'échange assez particulier, mais surtout c'est vraiment un allègement de toute la prise en charge, et c'est quelque chose qu'on étend à quasiment toutes les chirurgies conservatrices, donc c'est un vrai plus pour les patients. En termes de récupération aussi, on récupère mieux. Récupération, c'est énorme, parce que au lieu de passer 2 heures dans la salle de réveil, puis après d'être groggy dans sa chambre tout doucement, puis de récupérer, là, un quart d'heure après, la patiente est dans sa chambre avec une petite collation, et 2 heures après, elle est sortie, elle rentre chez elle. Donc, c'est incroyable. Les conséquences de la chirurgie, pour quelque chose qui est très très lourd par le mot que ça porte, le cancer du sein, et qui finalement se traite bien, on guérit beaucoup de patients, en plus la chirurgie devient une étape beaucoup plus simple. Et donc toutes les femmes qui ont un cancer du sein peuvent avoir cette opération? Il n'y a quasiment pas de contre-indication. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de finalement, toutes les patientes sont éligibles. Alors ça dépend de la nature du geste. Pour des chirurgies lourdes, on va retirer le sein, faire de la reconstruction un peu complexe, ça va être pas forcément adapté. Mais pour toutes les autres chirurgies, et surtout pour les patientes âgées, pour qui il y avait une contre-indication à l'anesthésie générale, pour un terrain cardiaque, ou alors des troubles parfois psychiques, là, on va arriver à pouvoir les amener au bloc et retirer la tumeur sans leur faire subir d'anesthésie générale. Donc c'est vraiment une vraie petite avancée. J'ai une petite anecdote. On a opéré une patiente aveugle sous anesthésie locale qui nous a dit, alors je pense que les patientes qui ne voient pas ont des sensations qui sont décuplées, mais qui nous a dit au moment de l'opération, je sens la maladie s'envoler. Oh, incroyable, hein. Ah ouais, c'est fort comme... Ça montre à quel point c'est un moment un petit peu particulier. Certaines patientes parfois le vivent mal, et on est obligé d'approfondir la sédation, parce que c'est normal, il y a un stress et tout le monde ne réagit pas de la même manière. Mais puis il faut que l'ambiance au bloc opératoire soit bienveillante, qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit, qu'on ne fasse pas tomber les instruments, qu'on ne dise pas de gros mots, qu'on ne fasse pas trop... Vous voyez ce que je veux dire? On s'adapte vraiment à la situation, et la façon d'opérer n'est plus celle qu'on a de la chirurgie, mais la patiente ne perd pas le contrôle. Nous, c'est pareil en ophtalmo, et même dans les chirurgies de rétine. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on faisait tout sous anesthésie générale. Et maintenant, on fait beaucoup plus d'anesthésie loco-régionale. Ça suppose de faire un peu d'hypnose conversationnelle pendant la chirurgie pour garder la patiente ou le patient dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, puisque les récupérations post-opératoires sont quand même beaucoup plus facile qu'après une anesthésie générale. Une bonne coopération avec les anesthésistes pour justement bien doser la sédation en fonction du profil du patient. Il faut être en binôme, parce que les équipes se connaissent, et c'est une vraie petite danse synchronisée quand même. Parce que par des regards, on communique, on sait quand les patientes ont un peu plus mal et qu'il faut approfondir les... Voilà. D'accord. Isabelle, 43 ans, de Strasbourg, a une question pour vous, docteur Sécaté. Ma tumeur au sein mesure 2 cm. Pourtant, on me propose une mastectomie. Pourquoi ne pas retirer uniquement la tumeur? Alors, pour le coup, on est vraiment dans le vif du sujet. Exactement, je vais essayer de répondre. Après, mon collègue peut compléter s'il le faut. Effectivement, aujourd'hui, la taille de la tumeur fait partie des critères en fait, qui définissent la stratégie thérapeutique concernant la chirurgie, sachant qu'il y a d'autres critères, notamment en fait, le grade de la tumeur, la nature, est-ce que c'est une tumeur agressive ou non, la taille du sein. Donc il y a effectivement pas mal de situations où on est amené à retirer tout le sein, même si la tumeur ne fait que 2 cm, principalement quand on a un petit bonnet, c'est-à-dire la taille du sein qui est petite. Par exemple, quand on a un bonnet A ou un bonnet B avec une tumeur de 2 cm qui est placée en centrale, en rétroaréolaire, parfois le résultat esthétique, quand on enlève juste la tumeur n'est pas correct, sachant qu'on ne fait pas juste une tumérectomie, on fait aussi en fait une marge, on résèque une marge autour de la tumeur. D'autres situations, on peut être amené à proposer une mastectomie quand on fait une échomammographie bilatérale par exemple, et quand on a la tumeur, parfois il peut y avoir des microcalcifications à côté de la tumeur qui sont
étendues et qui font penser à une maladie un peu plus étendue, on peut proposer aussi dans cette situation une mastectomie pour qu'on soit sûr qu'on va tout réséquer. D'autres situations, quand on a par exemple des antécédents de radiothérapie de la paroi thoracique, par exemple pour des patients qui ont été traités pour un lymphome dans leur jeune âge, qui présentent des contre-indications à faire une radiothérapie après la tumérectomie, ces patients, on leur propose d'emblée une mastectomie pour leur éviter la radiothérapie derrière, sachant qu'on sait aujourd'hui que les études ils ont montré qu'il y a une équivalence entre tumérectomie suivie d'une radiothérapie versus mastectomie totale. D'autres situations, parfois il peut y avoir d'un choix personnel où la patiente elle-même, elle veut absolument qu'on lui retire tout le sein. Et enfin, quand on a certaines mutations, notamment les mutations BRCA1 et BRCA2, où il y a une indication effectivement à retirer tout le sein. Donc ça, c'est ce genre de situation et effectivement, on peut proposer une mastectomie même si la tumeur est de petite taille. Je ne sais pas si vous avez en tête d'autres situations. Non, c'est essentiellement ça. C'est un rapport de faisabilité entre la taille de ce qu'il y a à retirer par rapport à la taille du sein, en sachant qu'il y a beaucoup de techniques, on dit d'oncoplastie, qui permettent parfois de retirer 2 cm. Je pense qu'il ne faut pas avoir de notion de taille. C'est vraiment qu'une question de rapport entre ce qu'on a à retirer, ce qui va rester, et qu'il peut y avoir derrière de la radiothérapie qui peut altérer le résultat esthétique. Si on a ça en tête, on sait que quand le résultat va être mauvais, ce qui reste dans 10 ans après, parce que les patientes vont aller bien, c'est la cicatrice. Et une fois qu'il y a eu de la radiothérapie, on ne peut plus corriger les séquelles de ces traitements. Donc c'est toujours difficile de dire il faut faire une mastectomie parce que vous aurez un plus beau résultat dans 10 ans que là. Et la plupart du temps, c'est une décision partagée aussi entre la patiente et le chirurgien. Oui, bien sûr, bien sûr. On continue cette émission avec une autre question, ophtalmologie pour vous, docteur Paul Denis. C'est Gérard, 66 ans d'Albi, qui vous dit « J'ai entendu parler du décollement de la rétine. Quels sont les signes qui doivent faire consulter en urgence ?» Alors, dans l'histoire du décollement de rétine, les symptômes, c'est souvent les mêmes. Ça commence par des mouches ou des éclairs lumineux dans un endroit précis du champ visuel, est suivi au bout de quelques heures ou quelques jours par un voile qui s'étend dans le champ visuel jusqu'à une baisse de la vision lorsque le décollement de rétine atteint le centre de la vision. Et donc c'est une urgence on dit relative, c'est-à-dire qu'il faut consulter dans les 24-48 heures un ophtalmo et le mieux c'est de se faire opérer dans le même délai si un décollement de rétine il y a, parce que plus la prise en charge et le dépistage est précoce, meilleur est le pronostic final. Donc c'est une pathologie qui nécessite dans le grand public que les gens soient au courant des symptômes qui doivent les amener à consulter un ophtalmo. Chacun doit vraiment être attentif, et même si c'est pas une douleur incroyable, non mais c'est vrai. Faut pas que ça génère une psychose. Faut pas psychoter. Il y a plein de symptômes visuels positifs qu'on peut avoir, notamment on est fatigué ou parfois une petite hypoglycémie, on peut avoir un peu des petites mouches. C'est pas ça le décollement de rétine. Le décollement de rétine, c'est vraiment des mouches ou des éclairs lumineux dans un endroit systématisé du champ visuel d'un des deux yeux, qui partent pas quand on, je sais pas, une heure après, etc. Ça reste. Ah, ça reste, hein, d'accord. Oui, Okay. Ça reste. Et ensuite, il y a un voile avec la vision qui baisse. Oui. Donc ça, faut pas attendre et consulter l'ophtalmo. Merci beaucoup, docteur Denis. Non, rassurez-vous, n'évacuez pas le plateau. Ce n'est pas. Je vous ai senti un petit peu inquiet, docteur Denis. Non, ce n'est pas l'alarme Surpris, quoi. incendie, un petit peu surpris, c'est normal. Non, c'est sans la blouse. Sans la blouse, des petites questions à nos spécialistes, une en l'occurrence pour vous. Avez-vous déjà croisé un de vos patients dans un contexte absolument improbable, en boîte de nuit, au hammam, dans une soirée costumée? Est-ce que ça s'est déjà présenté? Là, vous vous dites, mais il me dit quelque chose, j'aurais préféré ne pas le croiser ici. Est-ce que cette situation est déjà arrivée à l'un de vous quatre? Non. Sans le savoir, peut-être. Peut-être qu'eux vous ont reconnu. Ah oui, j'ai eu le cas la semaine dernière d'une patiente qui m'a dit « Ah mais docteur Denis, je vous ai vu à la boulangerie à côté de chez moi, j'ai pas osé vous déranger. » Ah oui, d'accord. Mais bon, c'était pas en boîte de nuit. Tant que c'est la boulangerie, ça va. Ouais, c'est ça. C'est pas en serviette, dans 40 degrés. C'est ça. Quand on travaille juste à côté de l'endroit où on habite, ça arrive, quoi. C'est votre cas, vous? Bah oui. Ah oui. Oui, moi j'habite juste à côté, donc oui, il y a des patients. Vous êtes le médecin de la rue en plus. Il y a des patients dans la rue, donc il y a des patients dans la rue qui ont la gentillesse de ne pas venir me dire
Ça va pas du tout, docteur. Franchement, c'était nul. Je suis allé voir votre médecin généraliste. Jamais ils vous disent ça. Jamais. Jamais on dit ça quand on voit le docteur Firop. Non, jamais. Jamais. Moi, pourtant, j'habite pas à côté de l'hôpital, mais il y a 2-3 semaines, j'ai croisé une de mes patientes en faisant les courses au supermarché avec mon fils. Donc la patiente, elle vient, elle me salue, voilà, je lui présente mon fils, et puis elle commence à me parler en fait d'un certificat qu'elle m'avait demandé il y a un an, que je n'avais pas encore fait. Voilà, donc j'étais un peu gênée parce que d'une part, il y avait mon fils, et d'une part, il y avait la patiente qui a cru qu'on était en gros en Puis la caissière qui attendait quoi, en plus. Exactement. Donc oui, c'était une situation gênante, plus pour moi que pour la patiente, j'ai l'impression. Oui. Et puis il y était mon fils qui était curieux aussi de me dire qu'est-ce qu'elle avait, est-ce qu'elle était malade, est-ce qu'elle a rechuté. Ah oui, d'accord. Et tu te rappelles du nom de la patiente dans ce cas-là? Parce que non, moi, mais on va pas. Moi, non, c'est impossible. Pour ça, j'ai une mémoire, vous arrivez à remettre En général, quel traitement? Il suffit juste que je voie la patiente plus de 2 fois. Une fois, c'est pas suffisant pour mémoriser en fait le nom de la patiente et le dossier, mais à partir de la 2e fois, j'arrive à mémoriser le nom. Sauf pour les surveillances annuelles ou des patientes qu'on voit juste une fois par an, mais une patiente qu'on voit assez souvent, tous les 6 mois, voilà, j'arrive à garder. Oui, puis vous créez aussi du lien forcément au fil du temps. Ouais, Docteur Serror, vous ne nous avez pas dit si au hammam vous avez croisé une patiente? Non, moi ça m'est arrivé une fois être en vacances avec une patiente dans le même hôtel. Mais il n'y avait pas forcément d'anecdote particulière, mais c'est très sympa de voir les gens dans un autre cadre aussi. Ah oui, c'est vrai. C'était quelqu'un de ma génération, donc avec les enfants, les mêmes âges, etc. Et c'est marrant, on parle d'autres choses. Mais anecdote plus croustillante, j'ai pas de. Non, je vais pas au hammam. Ça, c'est une sacrée révélation déjà. Ce n'est pas au hammam que vous croiserez le docteur Serror. Merci à vous 4 pour avoir répondu à cette incroyable question sans la blouse. Et on revient quand même aux questions de nos téléspectateurs, beaucoup moins loufoques, je vous rassure. Une question pour vous, docteur Firop. Vous êtes là, vous êtes toujours avec nous? Je vous sentais un petit peu... Non, mais j'étais parti en boîte de nuit là. Ah oui, c'est ça. Mais c'est loin, ça remonte à loin pour vous, non? On vous laisse encore rentrer en boîte de nuit, non, docteur Firop? Non, puis je n'y vais plus, ma pauvre. Oui, je crois que c'est... J'entends plus la musique, je suis sourd maintenant. Oui, il pourrait y aller quand même. Je crois que c'est plus ça. Il pourrait y aller. Oui, je pourrais y aller. Vous voulez l'emmener en boîte de nuit? Vous voulez le dévergonder? Effectivement, j'ai moins l'air d'un voyou maintenant, et encore que. C'est certain. Allez, une question de Michel, 62 ans de Châteauroux. J'ai des calculs biliaires depuis des années, sans douleur. Mon médecin me dit de ne rien faire. Mais mon frère vient de faire une cholécystite grave avec des complications. On sait que ça peut faire très mal en plus. Est-ce que je dois aussi me faire opérer à titre préventif? Michel, non. Vous ne devez pas vous faire opérer à titre préventif parce que la chirurgie, ça a des effets secondaires, ça a des complications. Et donc, tant que vous n'avez pas de symptomatologie de vos calculs de la vésicule biliaire, j'imagine, vous n'y touchez pas. Il faut qu'il attende d'avoir une éventuelle... Vous pouvez vivre jusqu'à la fin de vos jours avec votre vésicule biliaire pleine de cailloux, c'est pas un problème. Oui, on peut vivre avec. Tout à fait. Et on peut vivre aussi sans. On peut vivre aussi parfaitement sans vésicule biliaire, mais ça ne sert à rien de se la faire retirer à titre préventif. Voilà, on ne va pas se faire opérer pour le plaisir de se faire opérer. C'est comme l'appendice, ça ne se fait pas enlever à titre préventif, sauf si on va faire un long voyage sur un voilier et qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et puis je pense que les astronautes, ils doivent se faire retirer aussi, je pense. Oui, forcément. Ou alors il faut emmener si on se met dans des situations où on n'aura pas... Voilà. Une question pour le docteur C4. Monique, 63 ans de Limoges. J'ai eu des saignements après la ménopause, mais j'ai tardé à consulter. Est-ce que ça a un lien avec mon cancer de l'utérus qui avait été diagnostiqué peu de temps avant? Oui, probablement oui. On sait très bien que des saignements vaginaux qui arrivent après la ménopause est anormal et pathologique et ça représente l'un des motifs en consultation en gynécologie. Donc il ne faut pas tarder à consulter, à prendre rendez-vous quand on a des saignements en post-ménopausique. Il faut que le gynécologue fasse un examen gynécologique complet et si besoin, il va demander des examens complémentaires, échographie, plus ou moins une IRM pelvienne et il peut aller encore plus loin dans d'autres explorations comme l'hystéroscopie diagnostic s'il a un doute. Donc les saignements, ce qu'il faut retenir, les saignements gynécologiques post-ménopause est égal à une consultation afin de détecter s'il y a des cancers, parce que ça représente en fait la première cause. Et plus on consulte en fait précocement, plus on peut en fait diagnostiquer les cancers très précoces et ça a un impact sur le pronostic et bien sûr la survie derrière.
une grande phrase de l'internat, de notre concours, c'est toute métrorragie, donc saignement hors des règles d'une femme ménopausée, est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Ah oui, d'accord. Même moi, je me rappelais encore. Ah oui. Isabelle, 58 ans, de La Rochelle, c'est pour vous, docteur Julien Serreur. J'ai été opérée d'un cancer du sein et j'ai eu de la radiothérapie, mais pas de chimiothérapie. Pourquoi ? Ah, on a inversé un petit peu les questions. Alors, les traitements adjuvants dans le cancer du sein, donc les traitements qui ont lieu après la chirurgie, sont déterminés en fonction du geste chirurgical, de la nature de la tumeur, de la nature par son extension, donc le stade, la taille, l'extension ganglionnaire, et puis sa biologie, donc le type de cancer, si c'est HER2 positif ou pas, si c'est triple négatif, si l'indice de prolifération est élevé. Et en fonction de tous ces critères, on va déterminer quels sont les traitements qui sont nécessaires. Une tumeur hormonosensible aura de l'hormonothérapie. Une tumeur agressive aura de la chimiothérapie. Une tumeur HER2 aura de la chimiothérapie. Une tumeur qui aura été retirée en conservant le sein aura de la radiothérapie. Bref, c'est pour ça que c'est une pathologie qui est un petit peu complexe. Elle a l'air simple comme ça, mais en fait, le champ des possibles est énorme et le type de prise en charge varie d'un cas à l'autre en fonction de l'âge, de la maladie, de la taille, de tout ça. Et donc la chimiothérapie, ce n'est pas un traitement systématique et ce n'est pas gage d'une meilleure prise en charge. Docteur Paul Denis, on parle encore d'ophtalmologie avec vous et on m'a parlé justement de piqûres dans l'œil pour traiter la DMLA. Est-ce que ce traitement permet de guérir la maladie ? C'est Françoise, 74 ans, de Lens. Alors, effectivement, il y a deux formes de DMLA, une forme qu'on appelle sèche et une forme humide. Et il y a un traitement actuellement de la forme humide qui se fait par injection au début mensuel, puis après on essaye d'écarter l'intervalle entre les piqûres. C'est un traitement qui, c'est comme un incendie, si vous voulez, la DMLA exsudative, qu'on éteint avec les piqûres, et c'est à nous de trouver l'intervalle au-delà duquel l'incendie revient, et donc qu'il faut prévenir par une autre piqûre. Et donc on arrive en étendant petit à petit les piqûres à une piqûre tous les 3-4 mois, et dans ces cas-là, on peut tenter un arrêt des piqûres, mais ça nécessite quand même par la suite une surveillance régulière, à la fois de la patiente elle-même en regardant des grilles et en essayant de voir si la vision ne baisse pas ou les lignes ne se déforment pas, et avec l'ophtalmo pour être sûr qu'il n'y ait pas des signes d'activité de la maladie. Et dans la forme sèche, pour le coup, on n'a pas de traitement. Il y a en cours des essais thérapeutiques pour différentes molécules, mais pour l'instant, il n'y a rien de concluant. Une question pour le docteur Julien Serreur. Sandrine, 47 ans, de Dijon. Ma cousine vient d'apprendre qu'elle a un cancer du sein. Elle se demande s'il est possible de reconstruire le sein au même moment que l'intervention destinée à retirer la tumeur. C'est une bonne question. Aujourd'hui, donc, la reconstruction mammaire immédiate, les recommandations de l'HAS, c'est de la proposer dans la plupart des cas où c'est possible. Grosso modo, à part en fonction si les terrains sont fatigués, un petit peu des patientes âgées ou en mauvais état général, ou si la maladie montre des signes d'agressivité qui font qu'il faut prioriser le traitement médical, dans les cas où on va devoir retirer le sein, il faut pouvoir proposer une reconstruction immédiate. En sachant qu'on a un panel de types de reconstruction aujourd'hui qui est très important. On a le truc le plus classique, c'est la prothèse mammaire, mais on peut reconstruire avec de l'injection de gras, ça s'appelle le lipofilling, qui peut être exclusif. On peut faire des reconstructions par des lambeaux de muscles du dos, qu'on va passer devant, mais des petits morceaux de muscles qui n'entraînent pas de séquelles fonctionnelles. On va faire des lambeaux libres, c'est-à-dire qu'on va prendre du gras du ventre pour le mettre à la place du sein. Il y a un panel de chirurgie possible qui est très important et qui est très fiable, et qui ne vont pas mettre en retard les traitements s'il doit y en avoir derrière. La plus grosse difficulté aujourd'hui dans la reconstruction immédiate, finalement, c'est l'accès aux soins, en fait. Parce qu'on ne va pas avoir des chirurgiens reconstructeurs disponibles sur l'ensemble du territoire, et qui fait qu'il va y avoir une disparité de l'offre qui rend cette reconstruction parfois un petit peu difficile. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir des chirurgiens formés partout, des chirurgiens plasticiens qui soient intéressés par ce domaine-là et qui vont aller travailler sur l'ensemble des régions de France pour pouvoir proposer ça. C'est ce que vous faites, hein, vous d'ailleurs, vous, docteur Denis, pour l'ophtalmologie. Hein, vous allez dans des
régions de Ouais. France qui n'ont pas d'ophtalmo. Ouais, moi c'était le but je voulais m'installer dans des régions sous-dotées en ophtalmo et particulièrement dans ce que je faisais, la rétine. Donc je me déplace, je vais au Mans, je vais à La Flèche et je vais à Nogent-le-Rotrou. Donc relativement loin de chez moi, mais pour justement apporter mon expertise, et c'est ce qu'on essaie de développer avec tout le groupe Ophtamen dans la région de la Sarthe, qui est une région particulièrement sous-dotée en médecins et en ophtalmo. Du coup, les gens sont très contents de vous voir. Ils vous Même attendent pas depuis des mois et des mois. Oui, bien sûr, les gens sont reconnaissants de la présence médicale qu'on apporte dans ces déserts. Et je pense que toute une réflexion actuelle qu'on doit avoir, nous, en tant que médecins, autour de la prise en charge de ces déserts médicaux et comment articuler la présence médicale avec la présence paramédicale pour en assurer une qualité de soins correcte et ne pas... C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des médecins, mais on peut aussi déléguer certaines tâches, mais il ne faut pas que ça altère la qualité du soin. Et donc ça nécessite une organisation qui est complexe et qui demande du travail pour les médecins. Ouais. Et une toute dernière question pour vous. Je voulais juste rebondir. C'est pas le même chirurgien qui enlève le sein que celui qui le reconstruit. Ça dépend des endroits. Moi, j'ai été formé spécifiquement à la chirurgie carcinologique et je travaille avec des chirurgiens plasticiens et on intervient à 4 mains. Certains chirurgiens vont être formés à tout. Ça va être très souvent dans les centres de lutte contre le cancer qu'il va y avoir des chirurgiens qui font tout en même temps. Et ça permet de dissocier un petit peu l'activité, en sachant que la reconstruction mammaire, elle va nécessiter des temps secondaires après pour symétriser les seins, pour parfois quand on doit retirer le mamelon, reconstruire le mamelon secondairement. Et c'est bien que ce soit pris en charge par le plasticien, ce qui nous permet à nous de nous concentrer sur la partie cancéro. Ouais. Et une toute dernière question pour le docteur Sakina. C4, Delphine, 38 ans de Toulon. J'ai un cancer du sein avec des métastases. Vais-je avoir un traitement à vie ? Ça, c'est une très bonne question. Et effectivement, il y a pas mal de patientes avec un cancer du sein métastatique qui nous posent tout le temps en fait, la question en consultation. C'est une question très difficile à répondre. Donc potentiellement, en fait, normalement, oui, elles doivent avoir un traitement en long cours. Après, en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui que le traitement d'un cancer du sein, c'est un traitement à la carte en fonction en fait, des caractéristiques de la tumeur. Par exemple, pour les tumeurs qui sont hormonosensibles, qui sont métastatiques, ils vont avoir un traitement au long cours, voire même à vie, avec seulement de l'hormonothérapie, plus ou moins des traitements ciblés, ce qu'on appelle la thérapeutique ciblée. Et tant que le traitement est bien toléré et permet de contrôler la maladie, donc la patiente peut avoir ce traitement au très long cours et on l'arrêtera qu'en cas de progression de la maladie ou en cas de toxicité. D'autres en fait, cancers du sein qui ne sont pas hormonosensibles et qui nécessitent seulement que en fait, de la chimiothérapie. Pour ces patientes, normalement, elles doivent avoir de la chimiothérapie au long cours. Après, on sait très bien que la chimiothérapie parfois fatigue et parfois, on est obligé d'arrêter en fait le traitement. C'est pour ça qu'on propose de plus en plus des séquences thérapeutiques avec des pauses thérapeutiques. C'est-à-dire, on met en place une chimiothérapie quand la maladie est active, en cas de progression. On fait quelques cures et donc, dès qu'on voit qu'il y a une réponse, c'est-à-dire une stabilisation, on arrête le traitement et on ne reprend qu'en cas de réactivation ou de reprogression de la maladie. Donc, c'est un traitement à la carte et nous, on fait que s'adapter à la maladie. D'où l'intérêt de garder en fait un œil sur la maladie et de respecter le rythme de surveillance, sachant qu'il y a de plus en plus en fait d'études qui sont en cours qui permettent en fait de définir les stratégies thérapeutiques, par exemple type stop and go, c'est-à-dire on fait un traitement d'attaque, une phase de pause et on reprend le traitement qu'en cas de progression, soit radiologique, soit en cas de détection de cellules en fait tumorales malignes dans le sang avant même l'apparition de signes radiologiques. Et ça, je pense, ce genre d'études qui nous permettra de définir exactement les stratégies thérapeutiques chez des patientes métastatiques. Merci beaucoup, docteur Sakina Sekate, docteur Julien Serror, docteur Paul Denis et docteur Thierry Firobe. Et merci à vous tous également d'avoir posé vos questions. Vous pouvez continuer de nous écrire maquestion@lasantésurtout.com. À bientôt, merci à vous et n'oubliez pas, la santé surtout.